الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours, bien entendu, vos encouragements. Et merci pour tous les commentaires très encourageants. Et abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester très informé, surtout en exclusivité et comme il se doit. Oui, comme il se doit. Et pour moi, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette séquence vidéo est consacrée à ce destin tourmenté, vraiment tourmenté de trois pays issus de référendums. Mais tout d'abord, celui de cette Afrique du Nord. Oui, cette pauvre Afrique du Nord, qui est vraiment dans un état peut-être voulu, peut-être voulu par cette Algérie. Algérie issue par un certain référendum, comme le Soudan du Sud par exemple, ou encore le Timor-Est. En effet, cette Algérie, ce Soudan du Sud et ce Timor-Est sont trois pays très jeunes, neufs, oui, tout nouveaux, enfantés récemment, une petite histoire toute récente, une histoire faite par consultation référendaire. Algérie, 1962, le Soudan du Sud, 2011, le Timor-Est, un certain 1999, respectivement dans l'ordre de citation ici. Les deux premiers, l'Algérie et le Soudan du Sud, sont pris dans une infernale spirale pour ne pas dire de violence. Et le troisième, le Timor-Est, est en proie, lui, à de graves difficultés. Le Maghreb, pour ne pas dire l'Afrique du Nord, si ce n'est toute cette Afrique du Nord en particulier, souffre gravement du désordre, un désordre bien entretenu par un certain pouvoir algérien, issu d'une opération référendaire, comme vous le savez. Et à travers cette chronique de Jalel Drissi sur le 360.ma, nous essaierons, chers amis, de voir ensemble ce qu'il en est de ces fameuses références absurdes, oui, tout à fait absurdes, au Timor-Est par ce président algérien, ce pseudo-président algérien, cet athée, sans foi ni loi, à force de le répéter, quand lui prétend parler du Sahara marocain, appelle, donc ces références appellent à examiner de près ce destin tragique de trois pays, dont le sien, cette Algérie, tous issus de référendums. Il s'agit de trois pays neufs, enfantés par consultation de référendaires donc, à savoir cette Algérie, ce Soudan du Sud et le Timor-Est, créés respectivement toujours en 1962, 2011 et 1999. Comme déjà dit auparavant dans l'introduction, les deux premiers, Algérie et Soudan du Sud, sont pris dans une infernale spirale de violence. Et le troisième, le Timor-Est, est en proie à de graves difficultés. C'est le moins que l'on puisse dire. Et l'Algérie, le Soudan du Sud et le Timor-Est n'ont jamais existé. Oui, chers amis, n'ont jamais existé en tant qu'État structuré, organisé en tant que tel, et qui, après le référendum, aurait retrouvé une
quelconque situation antérieure précoloniale. Ces trois pays, Algérie, Soudan du Sud, le Timor-Est, peinent aujourd'hui à créer des institutions consensuelles. Quant à se construire en tant qu'État-nation, le chemin est encore très très long et très très loin pour des pays de fraîche création. L'Algérie musulmane s'est détachée de sa matrice, de sa maman, la France chrétienne, première fille de l'Église. Le Soudan du Sud, chrétien et animiste, s'est séparé de sa matrice, maman musulmane, le Soudan. Le Timor-Est, catholique, lui, s'est séparé de l'ensemble des musulmans. Oui, l'ensemble musulman indonésien. Et l'histoire a montré que l'histoire a démontré et montré que le levier religieux constitue le noyau autour duquel s'articule le sentiment national et les valeurs nourrissant les civilisations et les cultures. Mais pour qu'une collectivité soit marquée par la cohésion en plus du facteur confessionnel, il faut d'autres éléments qu'une consultation référendaire ne peut absolument pas générer du tout, mais pas du tout. Un référendum, vous parlez d'un référendum, ne peut ordonner la volonté du vivre ensemble. Un référendum qui caractérise le vivre ensemble, qui caractérise les vieilles nations, États-nations, collectivités humaines cohérentes et homogènes. Non, le référendum ne peut pas ordonner tout cela. À l'instar de cette Algérie, qui demeure un État tout neuf, toujours à la recherche de son âme. Oui, il a perdu la France, mais il a perdu son âme. Concernant cette Algérie, le terme indépendance, le concept indépendance, ne peut être adéquat, attribué à cette Algérie, surtout en ce moment, car la configuration territoriale ou politique du pays, tel qu'il est aujourd'hui, n'a jamais, mais au grand jamais, existé dans l'histoire avec un grand H. Il s'agit purement et simplement d'une petite création avec un grand territoire et non pas d'un retour à une situation antérieure. Rien que l'appellation Algérie, oui, le mot Algérie, a été inventé de toutes pièces en 1837 par un certain maréchal Jean de Dieu Soult. Oui, Jean de Dieu Soult, ce maréchal, pour remplacer juste l'ancienne appellation, oui, possession française du nord de l'Afrique. L'ancienne appellation, c'est ceci, possession au pluriel française du nord de l'Afrique. Voilà le véritable nom auquel les Français, quand ils ont colonisé ce territoire, sont arrivés sur ce territoire, voilà le nom qui a été donné à ce territoire. Possession française du nord de l'Afrique. Et tout est dit. Tout est dit. Une présence pourtant de quelques 132 années, une présence précédée auparavant par une autre présence, turque cette fois-ci, pour ne pas dire ottomane, de plus de 3 siècles. Et excusez du peu, c'est trop long, oui, trop long comme occupation. Mais revenons-en juste aux Français. Les Français ont trouvé en 1830 un territoire relevant de l'autorité du sultan, un sultan turc, avec une élite et des troupes originaires notamment d'Anatolie. Il est également intéressant
d'examiner le récit national, artificiel, élaboré, vous savez par qui? Eh bien, par des historiens obligés, des historiens obligés, soumis de la junte au pouvoir, qui prétend que l'Algérie d'aujourd'hui est héritière, écoutez bien, d'une certaine Numidie. Oui, pas moins que ça. Ce n'est qu'un des symptômes maladifs de la crise identitaire, oui, de la crise identitaire algérienne actuelle, oui, sans identité, surtout sans civilisation. Rattacher le territoire tel qu'il a été légué en un certain juillet 1962 par la France, une certaine France, après avoir dépouillé territorialement, écoutez bien, pas moins que quelques pays proches voisins, d'un premier d'entre eux, le Maroc, bien entendu, la Tunisie, la Libye, le Mali, à la Numidie berbère, datant d'il y a quelques 24 siècles, excusez du peu, relève du travestissement de l'histoire, cette histoire avec un grand H. Les généraux, pardon, chers amis, ou plutôt les capots à la tête de la pyramide algérienne actuelle, qui refusent de voir la vérité en face et qui traînent ce fameux référendum décidément de 1962 comme un boulet. Oui, un boulet, mais très lourd. Ils le traînent et veulent le noyer dans cette histoire numidienne. Que cela ne tienne. Oui, la Numidie est un royaume berbère en Afrique du Nord qui a existé du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette même Numidie n'a jamais pu s'imposer face à de grandes puissances de l'époque, Rome et Carthage, les deux puissances de l'époque donc. La Numidie, toujours, était épisodiquement soit alliée de Rome, oui, soit sous sa tutelle. Elle fut ensuite annexée et transformée en province romaine. La Numidie indépendante n'a jamais pu s'inscrire dans la durée. Et après les Romains, ce furent les Vandales, les Byzantins. Et au XIIe siècle, ce territoire de toute cette Afrique du Nord, déchiré en deux micro-royaumes rivaux, a été unifié par une certaine dynastie appelée El-Maghrib. El-Maghrib, autrement dit, aujourd'hui marocaine, des Almohades, El-Mouwahidine. Oui, El-Mouwahidine. Dire qu'il y aurait aujourd'hui en Algérie des institutions ou des références sociopolitiques à cette Numidie de la nuit des temps est une mystification, autrement dit un mensonge, une contre-vérité pour être gentil. Seul, oui, la Kabylie et les Kabyles, bien entendu, eux, attachés fortement à leur identité, à leur civilisation, peuvent revendiquer un véritable héritage linguistique et culturel numidien, appelé, bien entendu, un mazir. En tout cas, et surtout, pas ce pouvoir qui dès juillet 1962, un pouvoir a ancré en cette Algérie avec un certain Bembella et son colistier, un certain Boumediene alias Bouharouba, dans un panarabisme à la sauce nassérienne, mélangé à un socialisme oriental, fait surtout de slogans, que de slogans. Et aujourd'hui, que reste-t-il? Oui, il reste ce régime qui se découvre comme par hasard, tout à fait numidien, opprime, vous savez qui? Les anciens numidiens, justement, la Kabylie, oui, la Kabylie, tout en incarcérant les porteurs du drapeau
Amazigh, oui, la source, oui, les originaires du territoire, eux, sont emprisonnés, oui, par d'autres colonisateurs, les néocolonisateurs. C'est la vacuité institutionnelle. C'est la vacuité institutionnelle qui a permis depuis une certaine année, 1962, à ces soudards de l'armée de s'emparer du pouvoir et de s'imposer par la force au peuple. Oui, par la force au peuple, ce qui est le cas aujourd'hui. Il est inutile, inutile de revenir sur l'histoire contemporaine de cette Algérie post-référendaire qui ne fait qu'une soixantaine d'années, qui n'est qu'une succession de faits, de slogans et surtout de propagande et qui devient de plus en plus agressive avec tous ses voisinages, tous sans exception. 60 ans après, donc 60 ans après, ce régime n'a rien fait pour que l'Algérie réponde aux critères d'une nation impliquant pour la collectivité la conscience de son unité avec des composantes partageant une même culture, une même histoire, partageant la volonté d'un vivre ensemble dans la paix. Non, rien de tout cela, rien de tout cela. C'est tout simplement la dictature. Oui, vous entendez bien, la dictature. Et cette dictature a versé trop de sang, et a tout brisé, oui, tout cassé. Les leaders civils éclairés qui auraient pu diriger une Algérie apaisée et lui conférer une âme, oui, une civilisation, une identité, ont été assassinés. Assassinés par ces militaires au pouvoir. Oui, tout simplement. En cette Algérie, seul le pouvoir militaire décide de tout. Il fait tout. Oui, il décide. La peine de mort, vivre au sang. Donc, c'est l'épée Damoclès. Et c'est lui, ce régime militaire, qui écrit l'histoire, son histoire, à sa guise. Et il ne consulte personne, certainement pas le peuple. Le peuple n'a rien effacé des tablettes. Et à ce sujet, un certain président français, Emmanuel Macron, dont les égarements au sujet de cette Algérie laissent perplexe, à la fois en France, mais surtout en Afrique, semble ne pas comprendre que la Commission pour le travail mémoriel entre l'Algérie et la France, composée d'historiens objectifs, sera au mieux mort-né. Rien ne sortira. Ou au pire, elle provoquera, cette commission, la plus grave crise entre Paris et Alger. Et l'avenir nous en révélera beaucoup plus, chers amis. Mais cette junte militaire algérienne qui a bâti son narratif sur le mensonge, oui, les contre-vérités historiques, n'acceptera jamais un travail de vérité qui anéantit le récit par lequel ce régime ou cette junte militaire légitime sa présence depuis juillet 1962. Il suffit, chers amis, d'imaginer la publication d'archives qui révèlent le nombre réel d'Algériens morts pendant la guerre de décolonisation pour comprendre le caractère insupportable de certaines vérités pour le régime d'Alger. Ils n'en savent même pas quel est ce chiffre de morts. Contradiction entre tous ces gens qui sont à la tête de ce pouvoir. Ce même régime d'Alger n'a eu de cesse de brandir son slogan phare, oui, partout, tantôt le pays des 1,5 million de martyrs, tantôt les pays des 2 millions de martyrs, si ce n'est des 5,6 millions morts. Allez savoir, chers amis, ces absurdes statistiques aux chiffres hypertrophiés sont comme une mesure avec aucune réalité. Aucune, mais aucune. Et
Cet athée sans foi ni loi a même poussé le bouchon encore plus loin que tous ses prédécesseurs. Mais comme c'est un bonnier menteur, c'est un Beni Kdboun en annonçant dans une interview télévisée, vous savez quoi? Autant de martyrs, 5 700 000 Algériens et Algériennes tués par les Français. Et lui, il traite avec cet Emmanuel Macron en France, avec ses 5 700 000 Algériens et Algériennes tués. Et il traite avec ces Français. Allez savoir, mes amis, allez savoir. Mais alors, venons-en à notre deuxième pays. Qu'en est-il de ce Soudan du Sud, qui est totalement déchiré actuellement, comme l'Algérie, oui, comme l'Algérie. Eh bien, le Soudan du Sud, 12 millions d'habitants, n'a pas encore réussi à faire émerger cette volonté de vivre en commun, lui aussi. Le référendum de 2011 n'a rien réglé, puisque les différentes communautés se déchirent encore et toujours. Les divergences tribales persistent et s'intensifient, car les chrétiens constituent 60% de la population, les animistes 20% et les musulmans également 20%. Là aussi, une absence d'ingrédients forts pouvant unifier le peuple avec plusieurs langues, dont l'arabe, et de multiples dialectes. Mais la langue officielle au Soudan du Sud, c'est l'anglais. Oui, c'est l'anglais. Et déjà, une première guerre civile entre le Nord et le Sud eut lieu de 1955 à 1972. Vous entendez bien? De 1955 à 1972. Une deuxième dura 22 ans, de 1983 à 2005. Oui, rien que ça. Deux longues guerres. Au Soudan du Sud. Et au lendemain du référendum, le Soudan du Sud fut ravagé par une autre guerre civile entre 2013 et 2020. C'est tout récent, provoqué par une lutte pour le pouvoir cette fois-ci. La crise des réfugiés au Soudan du Sud reste la plus importante d'Afrique. Oui, la plus importante. Et pourtant, il y a eu référendum. Plus de 2 300 000 de Sud-Soudanais sont réfugiés dans les pays voisins. Et l'ONU estime à 2 200 000 le nombre de personnes déplacées cette fois à l'intérieur du pays. Le Soudan du Sud est aujourd'hui classé comme le dernier pays du monde pour le développement humain. Et que pouvons-nous dire d'une certaine instabilité cette fois-ci au Timor-Est, l'exemple algérien, l'exemple de cet athée cité en référence, oui en référence. Le cas du Timor-Est, post-référendaire, est marqué par moins de violence. Mais il a toujours des difficultés à s'ériger en état viable, répondant efficacement aux besoins de ses 1 500 000 habitants, occupés d'abord par les Portugais pendant près de 3 siècles. La partie est de l'île de Timor fut profondément imprégnée de catholicisme et de culture lusophone, donc ne s'exprimant qu'en langue portugaise. Lorsqu'en 1975, le Portugal quitta l'île et cette dernière fut revendiquée par l'Indonésie, ce que les Timorais de l'Est ont complètement refusé. S'ensuivirent alors des violences des deux côtés qui aboutirent au référendum de 1999. Mais là encore, rien n'est réglé. Décidément, on ne règle rien avec ce référendum. Bizarre, n'est-ce pas? De profondes divergences régionales empêchent une véritable dynamique de développement et il y a également des fractures
provoquée par ceux qui veulent réduire l'influence de l'Église avec de la religion, certainement dans l'enseignement. Tiens, tiens, le pays demande souvent l'aide, vous savez à qui? À ceux qui ont fait la guerre avec eux, donc contre eux, savoir l'Indonésie, car ce Timor est incapable d'avoir sa propre monnaie. Et il utilise le dollar américain comme devise. Et sa très courte histoire, a été aussi marquée par des rébellions, des luttes pour le pouvoir et des tentatives d'assassinat du président et du premier ministre, déjà en 2008. Par conséquent, chers amis, seule l'histoire écrite avec un grand H, construit l'âme des grandes nations, de ces nations qu'on appelle États-nations, et non pas les référendums. Non, pas les référendums. Les référendums aujourd'hui sont une chose et demain sont autre chose. Et contrairement à tous ces pays dont jusqu'à la pérennité n'est pas assurée, les nations et les pays viables sont issus de la profonde histoire séculaire ou parfois même millénaire. Partout dans le monde, l'histoire de l'humanité témoigne que ce sont les monarchies et les grands empires qui ont construit initialement les territoires, forgé les frontières, défini l'âme et l'identité des nations à travers de grandes épopées civilisationnelles, bien entendu. Le destin commun, le sentiment d'appartenance à un État-nation et le vivre ensemble surtout ont été ainsi créés. Ce n'est que comme ça, et c'est ce qui a rendu possible l'émergence de grandes institutions consensuelles. C'est ce qui a rendu aussi possible le fonctionnement de la notion de régulation, entre guillemets, par la mise en œuvre de processus pacifiques pour gérer les conflits et les divergences. Tous ces éléments, chers amis, tous ces éléments font défaut, oui, font défaut et sont absents dans ces pays neufs créés par référendum où les désaccords sont réglés que par la violence. Il suffit de regarder juste à côté. Potentiellement porteur de division. Le référendum, un acte de vote, oui, inscrit dans une temporalité souvent versatile, mène toujours vers l'inconnu aussi. Le référendum aiguise certains appétits de ces composants, tribus, communautés ou clans qui veulent s'accaparer le pouvoir. Oh là là, ce grand pouvoir. Et la caricature ici de cette dérive est illustrée par ce régime algérien d'à côté, qui ne recule devant rien pour éliminer tout autre acteur qui voudrait un autre projet, meilleur peut-être pour cette Algérie. Déjà, le Maghreb, ou plutôt cette Afrique du Nord, souffre gravement du désordre entretenu par ce pouvoir algérien, issu d'une opération référendaire. Donc, nous le savons, la communauté internationale refuse catégoriquement qu'une autre aventure référendaire, celle-là en plus inauthentique et fausse, créée par ces vieux capots généraux algériens, mène le Maghreb, le Sahel et le sud de l'Europe vers une certaine inconnue. Inconnue peut-être à cause d'un certain référendum tant revendiqué. De plus, de par son instabilité, son aventurisme, son agressivité, son incompétence et ses antécédents funestes, ce régime militaire algérien est disqualifié pour proposer quoi que ce soit en ce domaine. C'est purement
chers amis, c'est purement et simplement une plaie, oui, une large plaie en cette pauvre Afrique du Nord. Et c'est tout ce qu'on peut dire, oui, c'est tout ce qu'on peut affirmer. Et malheureusement, c'est le cas. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici malheureusement sur cette profonde plaie en cette pauvre Afrique du Nord que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir en nous aidant ou en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. Mais aussi n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo. Et votre chaîne a besoin de vous pour l'aider. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.